Bonjour à tous. Donc, je vais faire cette présentation qui a été préparée avec deux collègues, Luc Mirabito de l'Institut de l'élevage et Isabelle Vessier, qui est une autre collègue de l'INRA, sur les enjeux et comment les filières animales prennent en compte ce fort enjeu du bien-être animal en élevage. Alors peut-être avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler quand même quelques chiffres, parce que je pense que c'est bon d'avoir en tête quelques ordres de grandeur pour savoir de quoi on parle. La France est un grand pays d'élevage. Vous voyez sur le tableau, on est les plus gros producteurs de bovins, d'œufs et de poulets au niveau européen. On est les seconds en production laitière, encore bien placés en porcin et ovin. Les filières animales, c'est important d'un point de vue économique en France. C'est 37% du chiffre d'affaires de la production agricole française. Donc c'est juste après les spiritueux, les vins et spiritueux, et c'est devant les céréales, pour donner un ordre de grandeur. C'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois, 700 000 équivalents temps plein, mais ça veut dire plus de 800 000 personnes qui travaillent directement ou indirectement pour l'élevage. Mais en même temps, c'est un secteur qui est en difficulté. Alors tout ça pour dire que l'amélioration du bien-être animal est un enjeu essentiel pour ces filières, mais en même temps un enjeu aussi difficile à appréhender et à aller de l'avant, parce que dès qu'on parle de bien-être, c'est des dizaines, des centaines de milliers de fermes qu'on a à faire. On voyait les chiffres tout à l'heure qui étaient présentés. On a autant de fermes laitières en France qu'il y en a aux USA aujourd'hui. Elles n'ont pas la même taille, mais il y en a autant. Donc quand on veut faire des progrès, il faut instiller le progrès dans beaucoup de fermes en même temps. Et donc, ça nécessite des investissements très forts en termes d'hommes, de moyens financiers, de connaissances et de temps. Et je reviendrai beaucoup sur ces aspects hommes, avec les co-constructions, les aspects financiers, j'en dirai deux mots, mais ce n'est pas l'essentiel débat, et puis sur les aspects temps. Alors, quelles sont les initiatives et les réalisations des filières? Donc, on va passer en revue quelques exemples, je ne vais pas du tout m'étendre. En fait, depuis 1990, il y a eu un grand bond en avant sur ces aspects de bien-être. Alors, on peut toujours avoir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, ça c'est sûr, mais il y a eu quand même pour certaines filières des changements très importants. Alors, la filière veau, bien sûr, avec les logements collectifs des animaux qui sont apparus, les cages aménagées pour les poules, les cages individualisées qui ne sont plus autorisées maintenant pour les canards, et puis au niveau de l'élevage porcin, les truies sont en groupe, sauf au moment quelques jours avant la parturition et juste après, des milieux de vie enrichis. Alors évidemment, ces aspects-là, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bien-être animal a nécessité des investissements très importants de la part des filières, avec très peu en fait de subventions de l'État. Je vous ai mis en dessous les ordres de grandeur et vous voyez que par exemple les poules, c'est 1 milliard d'euros qui ont été dépensés, et encore aujourd'hui, toutes les poules ne sont pas complètement aux normes. Donc c'est pour vous donner un peu ces ordres de grandeur. Et puis sur d'autres élevages n'ont pas été directement concernés par des changements de la réglementation, mais parce qu'ils avaient déjà eux-mêmes des engagements forts. Par exemple, l'élevage de poulets de chair est soumis à des obligations de résultats en termes de mortalité, de lésions et de dermatites qui font qu'il y a déjà eu des choses de fait dans ces filières. Un deuxième exemple, c'est qu'il y a les aspects réglementation pour limiter les restrictions de comportement des animaux, et puis il y a des engagements plus forts des filières. Donc ici, c'est la charte de l'élevage, qui implique les élevages de ruminants. Je ne vais pas détailler toutes les lignes du tableau, de toute façon vous aurez les diapos, donc vous aurez tout le loisir de les lire, mais j'ai mis en parallèle sur cette diapo ce que dit la charte de l'élevage en France, et en bleu clair et en bleu foncé, c'est le pendant du Red Tractor au Royaume-Uni, et en fait vous voyez que c'est exactement les mêmes cases qui sont remplies, et en fait quasiment avec les mêmes informations. Donc pour dire qu'il y a des mouvements de fond et que les filières, y compris en France, s'engagent dans des approches assez proactives sur ces aspects-là. Deuxième point, c'est que même ces aspects-là sont portés au niveau mondial. Vous avez la photo d'un petit ouvrage à côté qui travaille sur la production laitière au niveau mondial. Dernier point qu'il faut mentionner, c'est que des acteurs économiques importants, des industriels, aujourd'hui essayent de travailler à une normalisation des recommandations de l'OMS en termes de bien-être animal. Donc vous voyez beaucoup d'initiatives qui sont prises. Premier niveau, c'est il faut respecter la réglementation qui se met en place, qui évolue. Deuxième niveau, on peut aller un petit peu au-delà avec des engagements affirmés des filières.
Troisième niveau, eh ben, il y a des éleveurs qui, eux, vont plus loin et qui en ont fait un choix. Alors j'ai repris ici l'exemple des porcs Thierry Schweitzer, donc, qui est un éleveur dans le Bas-Rhin. C'est pas le même, hein. Et qui a choisi de produire en accord avec la société, enfin, c'est comme ça qu'il s'exprime, avec un système d'élevage qui a été conçu complètement autour du bien-être des animaux, avec des logements détruits qui sont bien sûr en groupe et logés sur paille. Bon, on voit une photo de l'éleveur là avec ces animaux. Mise en liberté, bien sûr détruits et qui ont suffisamment de place pour qu'elles puissent se construire leur nid pour la mise bas. Pas de coupe de dents systématique et pas de castration à vif. Il utilise l'immunocastration. Bon, on peut discuter de l'intérêt de l'immunocastration et de ses limites. Mais voilà, il a vraiment mis en place un système pour le bien-être des animaux. Mais évidemment, c'est un système qui n'est pas forcément très rentable économiquement comme ça. Donc, il a poussé la logique beaucoup plus loin et il se présente comme éleveur charcutier et en fait, il a sa propre marque de produits et il commercialise, il est en bio et il commercialise les produits charcuterie Schweitzer, Thierry Schweitzer. Donc voilà, donc un éleveur qui peut aller beaucoup plus loin. Alors évidemment, c'est des initiatives, on peut les encourager, mais on n'imagine pas que les 12 000 éleveurs de porcs français se mettent à faire ce genre d'adaptation de leur système demain. Dernier exemple, c'est des filières qui se développent autour du bien-être animal. Alors en France, on a des labels très célèbres, hein, les labels rouges par exemple, où là on associe à la fois le bien-être de l'animal, mais aussi le côté qualité gustative du produit, et ou aussi les aspects qualité environnementale. Donc avec une approche qui est en fait très française, hein, on trouve moins ça dans les pays du nord de l'Europe, un peu en Italie aussi et en Espagne. Et puis là, donc on a de la volaille, on a du porc label rouge, il y a bien sûr des bovins label rouge. Et puis il y a aussi des initiatives qui sont prises par des distributeurs qui essayent aussi d'aller plus loin que la réglementation, en tout cas dans les élevages où ils s'approvisionnent. Alors par exemple la coopérative La Coperle en Bretagne qui développe une filière de porcs mâles non castrés, donc depuis l'élevage jusqu'à l'abattage, la détection des porcs qui ont une odeur et leur mise sur le côté ou leur valorisation autrement que dans la chaîne des côtelettes par exemple. Et puis Carrefour qui offre beaucoup de produits alternatifs de plus en plus. Une photo ici qui montre les directeurs de Carrefour qui recevaient le directeur de la DG Sanco en 2012 pour lui exposer tout ce que Carrefour faisait autour du bien-être animal et de l'approvisionnement, avec d'ailleurs des Carrefour Belgique a l'air d'être encore beaucoup plus proactif que Carrefour France sur ces aspects-là. Alors, il y a l'élevage, mais il y a aussi les aspects de transport des animaux. Donc là, les aspects de transport sont très réglementés. Les réglementations évoluent régulièrement sous l'impulsion de la DG Sanco. Ça concerne 380 000 élevages en France, c'est-à-dire tous les élevages qu'à un moment donné, il y a du transport d'animaux, ne serait-ce pour les emmener à l'abattoir, mais des naisseurs qui vendent leurs veaux à des engraisseurs, des éleveurs laitiers qui transfèrent leurs bovins mâles à des éleveurs qui vont les engraisser, etc. Donc 1500 négociants ou un peu plus de 800 entreprises concernées. Alors là, il y a eu des réglementations qui se sont mises en place autour du transport routier. Donc je vous ai mis ici quelques chiffres sur les transports longue durée dans le cas des chevaux où on ne peut pas rouler plus de 8 heures. Après, il faut s'arrêter 1 heure pour laisser boire les animaux, les reposer, puis on peut repartir sur un cycle de 8 heures. Et puis, il faut 24 heures de repos après. Les porcins, on peut rouler 24 heures à condition qu'il y ait de l'eau en permanence. Et les bovins, c'est par des tranches de 14 heures. Et puis, derrière ça, il y a des outils d'autodiagnostic qui ont été développés pour que le transporteur évalue l'état des animaux dans les camions. Et puis derrière, il y a tout ce qui est poste de contrôle sur les lots de réallotement et de redistribution des animaux. Et en particulier, il faut mentionner la mise en place à Cherbourg assez récemment d'un centre de contrôle sur les broutards qui viennent d'Irlande. Dernier point sur ces aspects élevage, c'est l'abattage des animaux, où là, il y a une réglementation qui est sortie sur la protection des animaux au moment de la mise à mort, mais la filière française avait anticipé les choses, et il y a tout un processus qui s'est mis en route, qui est décrit ici sur cette diapositive, avec la production d'une première version d'un guide pour les bonnes pratiques à l'abattoir, la consultation interne qui s'est faite au sein des filières avec les ministères, avec les ONG, avec les représentants des différents cultes,
une expertise des propositions par l'ANSES et finalisation du document, validation finalement par le ministère et transmission à l'Europe. Donc vous voyez, entre la première phase de 2008 où il y avait une idée et où tout le monde s'est mis ensemble pour travailler, et l'apport final, 2014, il s'est écoulé un certain temps, alors que les acteurs étaient en fait d'accord pour travailler sur un objectif de résultat et de révision complète des procédures au moment de l'immobilisation, de l'étourdissement et de la saignée des animaux. Ça a conduit à la production de guides et qui sont aujourd'hui des outils de référence pour les professionnels et puis qui conduisent aussi à l'écriture des bonnes pratiques à respecter et les bases qui sont aujourd'hui aussi les bases pour une gestion de la protection animale. Ce qu'il faut, au moment dans les abattoirs, et ce qu'il faut préciser, c'est que la France est vraiment le pays qui est en pointe là-dessus et qui a fait aboutir une telle refonte globale du système en embarquant tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans cette affaire. La prise en charge de la douleur en élevage, dernier point concernant l'élevage, donc ça remonte déjà à quelques années, notamment avec les rencontres animales et sociétés, l'expertise collective qui a été demandée à l'INRA sur la douleur animale. Donc il y a tout un contexte social, politique, scientifique qui évolue autour de ces questions, et ces questions ont été prises on a défini une stratégie globale à l'échelle française. Ensuite, il faut passer de la stratégie à l'application pratique. Et donc, un premier projet opérationnel a été mis en place. Il concerne l'écornage en élevage, là aussi avec une co-construction avec tous les acteurs. Depuis, quelles sont les représentations de l'écornage parmi les différents acteurs qui tournent autour de l'élevage, valider des protocoles d'écornage, les guides des pratiques, développer un didacticiel et des méthodes pédagogiques, et puis ensuite former les gens qui seront chargés de faire l'écornage, et les éleveurs peuvent être formés à cette chose-là, avec une vision là aussi très co-construite entre éleveurs, scientifiques, techniciens, les vétérinaires, les formateurs, les ONG et bien sûr l'administration, qui arrive au bout du compte à des recommandations. Et aujourd'hui, à partir de cette année, il y a des actions d'accompagnement qui se mettent en place, accompagnement des éleveurs au cours de la construction. C'est en cours de construction actuellement avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà un autre exemple. Deuxième point que je voulais aborder, c'est on parle du bien-être animal, mais effectivement, il faut l'évaluer si on veut progresser. Alors là, il y a eu beaucoup de travaux et c'est un thème un peu continu des recherches et du développement dans les pays européens notamment, avec, alors je ne sais pas un point de départ, mais en tout cas, il y a une vraie avancée avec le projet européen Welfare Quality qui, pour la première fois, a défini une méthode d'évaluation du bien-être en se basant sur l'animal. Non pas des obligations de moyens, il faut tant de surface pour un animal, c'est vraiment en regardant l'animal, son état corporel, la présence ou l'absence de blessures, son comportement, sa santé évidemment. Et donc, cette méthode-là a été définie pour les principales espèces, enfin, bovins, volailles et porcins. Ça a été repris dans d'autres projets type AWIN pour aller vers d'autres espèces type les chevaux. Et puis, il y a beaucoup de rapports de l'EFSA sur ces aspects-là. Du coup, aujourd'hui, on est bien dans cette idée d'évaluer le bien-être des animaux de ferme à travers des mesures sur les animaux. Le RMT bien-être en élevage s'est saisi de ces questions-là, a organisé un séminaire pour dire finalement maintenant toutes ces connaissances c'est très bien, mais comment on les transfère en pratique, parce que la méthode Welfare Quality, je regarde Isabelle qui était très impliquée dans cet aspect, c'est une très bonne méthode, mais elle est très lourde, donc il faut trouver des choses un peu plus faciles à mettre en œuvre sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a une profusion de projets en France, mais aussi dans d'autres pays, sur la déclinaison de Welfare Quality dans différentes filières. Volaille-lapin, c'est un projet CASDAR. Pour les porcs, il y a eu des financements directement d'INAPOR. Pour les vaches, il y a eu des financements du CNIEL et puis de l'ONG Slow Food, etc. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On peut aussi avoir des indicateurs sentinelles qui permettent de détecter un petit peu avant l'apparition de troubles divers et variés. Et puis, il faut aussi des outils pour évaluer l'efficacité des procédures qui sont mises en place et puis des gains que l'on a effectués. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'autodiagnostic pendant le transport. Ça fait typiquement partie de ces approches. Dernier point, c'est les nouvelles technologies qui apparaissent et qui vont nous aider à finalement interroger l'animal sur comment il se sent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organisme vivant est un système complexe. Bon, je vous ai juste mis la photo d'un petit modèle de fonctionnement
de l'animal qui montre que c'est ô combien complexe. Et là, il n'y a pas la cognition, il y a juste que des simples réactions biochimiques. Deuxième point, c'est que c'est un individu et qu'il faut le considérer en tant que tel. En général, on représente une population d'individus par une courbe de Gauss, et puis on a l'individu moyen. Mais là, quand on s'intéresse au bien-être, ce n'est pas l'individu moyen, c'est l'individu lambda qui nous intéresse. Et cet individu lambda, il n'est pas stable. D'abord, ses réponses varient dans le temps. Une vache laitière est plus sensible aux mammites en début de lactation qu'en fin de lactation. Et puis, il évolue dans le temps. Il y a une dynamique. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui, comme moi, aimeraient bien avoir 10 ou 20 ans de moins. Donc, parce qu'il y a 10 ou 20 ans, on n'était pas comme aujourd'hui. On faisait peut-être plus de choses. On courait plus vite. Donc, ces nouvelles technologies doivent permettre, de fait, de suivre l'animal tout au long de ces phases. Bon, j'ai représenté ça avec le petit poussin et la poule qui part à l'abattoir, ou le poulet qui part à l'abattoir. Bon, des systèmes de notation type Welfare Quality s'intéressent à un instant donné à l'état des animaux dans un poulailler, dans une étable, dans une porcherie. L'élevage de précision et les technologies numériques qui vont avec vont permettre d'avoir une gestion continue. Et on va passer on va pas passer, on va compléter l'observation visuelle telle que peuvent le faire les éleveurs, là, les 4 petites photos, vers des systèmes d'acquisition automatisée d'informations à haut débit qui vont permettre de repérer des choses que l'œil, d'ailleurs humain, ne repère pas. Alors, juste un exemple ici, c'est le système CoView, donc les animaux qui est un système qui est développé dans le cadre d'un projet européen sur l'élevage de précision, EUPLF. Les animaux sont équipés de badges qui émettent avec réception par des antennes. Donc ça permet, par repérage un petit peu type GPS, de localiser l'animal dans l'étable et son activité. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il est fixe à côté des mangeoires, auquel cas il doit manger? Est-ce qu'il est fixe dans la zone dortoir et là, à ce moment-là, il doit se reposer? Ou est-ce qu'il est debout sans bouger dans la zone de transfert des animaux? Alors, les courbes, finalement, cette information aussi simple, finalement, d'activité de l'animal est intégrée pour avoir un score. Et on voit ici que l'animal sain, bon, c'est la courbe noire, bon, c'est la moyenne du troupeau, mais on voit qu'il y a des animaux, quand ils sont un animal qui va développer une mamite, a l'air d'être beaucoup plus proactif et actif le matin et beaucoup moins le soir. Inversement, les animaux qui vont développer des boiteries sont un peu moins actifs le jour et un peu plus actifs la nuit. Et donc là, ça veut dire qu'on est capable de détecter les troubles quelques jours, 1 ou 2 jours avant qu'ils apparaissent. Je pourrais citer le même exemple également en vache laitière avec des bolus qu'on met dans le rumen, où on voit en automatique la température du rumen qui baisse de 2 à 3 jours avant l'apparition d'une mamite. Le dernier point, c'est est-ce que le bien-être animal fait partie ou doit être intégré dans des démarches d'agroécologie? Alors, en fait, quand on parle d'agroécologie, en tout cas dans un certain nombre d'ouvrages, souvent le monde de l'animal n'est même pas cité. C'est beaucoup les végétaux qui sont cités. Donc il y a eu un travail de fait au niveau de l'INRA, donc animé par Bertrand Dumont et des collègues, pour définir quels sont les principes de l'agroécologie en élevage. Le premier principe, c'est la gestion intégrée de la santé animale. Le deuxième principe, c'est de réduire les intrants, concentrés, engrais pour les cultures qui servent à nourrir les animaux. Troisième impact, c'est la baisse des pollutions par l'optimisation du fonctionnement interne du système, le recyclage des effluents par exemple. Quatrième point, c'est le renforcement de la diversité pour accroître la résilience du système face aux aléas climatiques, face aux aléas de coûts monétaires. Et le dernier principe, c'est préserver la biodiversité. En fait, quand on considère le bien-être animal est un processus naturel qui convient effectivement de mieux développer, de mieux utiliser pour avoir des élevages efficients. Et du coup, c'est comme utiliser la captation de l'azote symbiotique par les légumineuses. C'est un autre domaine, mais c'est un processus naturel. Et en même temps, il faut que l'élevage respecte bien mieux l'animal. Et du coup, on devrait avoir une proposition des 5 principes de l'agroécologie appliquée à l'animal, avec un principe 1 qui non seulement considère la gestion intégrée de la santé, mais aussi l'amélioration du bien-être des animaux. Pour conclure,
Des progrès importants ont été réalisés, tant sur les aspects santé physique des animaux que sur l'expression de leur répertoire comportemental, avec des approches, on va dire, dans un premier temps normatives, des normes de logement, de choses comme ça, de surface affectée, de température, d'hygrométrie, mais aussi des initiatives collectives. Je vous en ai montré quelques-unes à l'échelle de filières entières, d'éleveurs particuliers ou de groupes d'éleveurs. Il y a ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les filières animales peuvent toujours faire mieux, mais finalement, elles ne sont pas plus en retard que ça par rapport à d'autres filières dans d'autres pays européens, même parfois plutôt plus proactives, avec l'exemple de l'abattage des animaux. L'amélioration du bien-être des animaux d'élevage reste une priorité. Avec la douleur, on a vu les aspects écornage, mais il y a d'autres points qui sont à aborder de la même façon et qui sont en cours d'ailleurs. Castration, codectomie, débécage et pointage, pour ne citer que cela. Il y a énormément de choses à faire autour de l'expression des comportements naturels des animaux et de la prise en compte de leur sensibilité. Et puis, évidemment, on pourra en reparler, mais il y a tout ça, je vous ai dit, le monde de l'élevage français est très divers et très lourd. Il y a presque 300 000 exploitations, 250 abattoirs, rien que pour citer ces quelques chiffres, et que donc derrière, il y a la diffusion du progrès va conduire aussi à des surcoûts dans les exploitations, mais globalement pour les filières. Est-ce qu'on peut en retirer de la valeur ajoutée ou des possibilités d'exportation de produits du fait de certaines recommandations? Et le dernier point sur lequel je veux insister, c'est l'intérêt des approches qui repose sur les mesures réalisées sur l'animal. Les technologies de l'élevage de précision vont pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais aussi d'aborder du phénotypage très fin des animaux pour avoir plus de réactions face à leur milieu, face à leur émotivité, et peut-être avoir demain des nouveaux critères pour mettre derrière cette notion de robustesse, de résilience des animaux, pour avoir d'autres critères de sélection que simplement la production, ce qui déjà n'est plus le cas aujourd'hui, dans bien des cas. Et puis, juste un petit clin d'œil pour finir, je reviens sur l'exemple du poulailler qui a été très, très exposé tout à l'heure, pour dire finalement, est-ce que l'ensemble des filières et des acteurs ne peuvent pas se saisir des nouveaux outils qui apparaissent de type Living Lab pour finalement réfléchir ensemble et concevoir des systèmes complètement innovants en entrant par une entrée bien-être de l'animal et en découlant pour essayer de concilier bien-être, rentabilité et environnement. Voilà.